les amis, depuis 27 jours, les pistonnés n'ont plus de pistons et sont devenus les confinés. Et comme chaque dimanche à 17h, on se retrouve pour se changer les idées, pour échanger, pour discuter, débattre et plus largement évoquer notre passion, celle bien sûr pour la Formule 1. On va dire bonjour bien sûr tout de suite à nos pistonnés qui sont réunis comme d'habitude avec des très jolis fonds aujourd'hui, à commencer par l'homme qui est passé hier sur le live Insta de Monsieur Julien Febvreau pour faire la pub des pistonnés, Alexandre Caldi. Salut Alex, comment vas-tu? Salut Manu, bah ça va, toujours très heureux C'est mon petit moment, en fait c'est le seul moment où je bosse vraiment, hein, les pistonnets, sinon je me lève à 16h et sinon je fais pas trop grand-chose de ma vie. C'est aussi ça, la vie d'un confiné, il faut très bien le dire et tu l'as très bien fait mon cher Alex. Mon second, lui, a été porté comme un trophée par Monsieur Alain Prost, on l'a découvert cette semaine, c'est bien évidemment Monsieur Brice Germain. Salut Brice. J'ai pas activé le micro, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai retrouvé cette photo d'Alain Prost et moi bébé, mais bon, je peux faire croire que c'est n'importe qui, puisque bon, c'est un bambin, un tout jeune bambin que j'étais à cette époque-là, mais c'était un beau souvenir Un pour très, très lui. beau, un très beau souvenir pour lui, forcément, et que tu as partagé avec nous cette semaine. Mon troisième est devenu tellement populaire qu'un compte Instagram a été créé à son honneur. Vous l'avez sans doute reconnu, Monsieur Hamza Ramani est avec nous. Salut Hamza, comment vas-tu? Bonjour à tous, comment ça va? Bah, pour toi que moi, mes semaines, elles tournent autour des pistonnets de koh. Donc là, on arrive à la Ah, partie la plus longue. yes! On attend Désormais, vendredi prochain. on attend vendredi prochain, bien sûr, pour la suite de koh. On l'a compris, mon cher Hamza. Parle-nous un peu de ce compte Instagram là. Il paraît qu'il y a un compte Instagram à ton nom sur Instagram, forcément, mais que ce n'est pas toi qui le gère. La communauté des fans d'Hamza se remplit jour après jour. Oui, mais je ne suis pas sur Instagram, donc c'est pas moi qui gère ce compte, effectivement. Insta, c'est pas trop mon délire. Moi, je suis plutôt Twitter. Voilà, exactement. Si vous voulez retrouver bien sûr notre ami Hamza, regardez le petit liner qui était bien sûr en dessous de son nom. Enfin, mon dernier est partout en ce moment. Et oui, cette semaine, on a enfin le droit de vous le dire. Il s'est fait bien poutrer sur une console par Esteban Ocon. Pierrot Valette, alias Despillo F1, vous l'aurez reconnu, est avec nous. Salut Pierrot, comment ça va? Salut tout le monde, salut Manu, bah ça va bien. Écoute, je viens de prendre une bonne sauce par Esteban Ocon sur deux courses. Il y a même Thomas Neubauer qui m'est un peu rentré dedans. Et puis là, il y a quelques minutes, j'ai fini un live où Théo Pourcherbe m'a aussi rentré sur F1 2019. Bref, je continue en fait tout simplement ma vie de sim racer qui se fait rentrer par des pilotes professionnels tout simplement. Donc bon bah écoute, je vais reprendre le micro et puis refaire ce que je sais a priori faire de mieux et ce qui n'est pas piloté. Exactement, plaisir sadomaso, vous l'aurez compris pour notre ami Pierrot en ce moment. Bien sûr, dans cet instant de confinement, on a tous notre talon d'Achille, bien évidemment, vous avez compris, le sien. Le programme de cette quatrième émission des confinés, le sommaire surtout avec la news de la semaine, déjà avec les annonces de Ross Brown concernant le visage que pourrait prendre la saison 2020 de F1. Dans le débat, nous reviendrons sur l'affaire du débitmètre Ferrari qui a connu de nouvelles avancées cette semaine. On vous propose d'ouvrir, plus qu'un débat, un procès FIA-Ferrari. Faites entrer les accusés. Enfin, le quiz, juste pour le plaisir, bien sûr, de jouer et de se changer les idées en ces temps de confinement. Toujours pas de Grand Prix, vous l'avez compris ce week-end, mais des indices sur ce à quoi pourrait ressembler la saison 2020 de F1. On en parle tout de suite dans les news. Dure semaine pour le moral des passionnés de Formule 1 avec l'annonce officielle déjà du report de la saison et du Grand Prix du Canada. Mercredi, c'est Ross Brown, le directeur sportif de la F1, qui s'est exprimé sur Sky Sport sur les différents visages que pourrait prendre cette saison 2020. De notre point de vue, les conditions apparaissent favorables pour que le début de saison se dispute en Europe et cela pourrait être un événement à huis clos. Nous pourrions mettre en place un environnement fermé où les équipes arriveraient par avion charter. Nous les transporterions sur le circuit en s'assurant que tout le monde est testé pour le virus et que personne ne court aucun risque. En clair, voilà les trois hypothèses soulevées aujourd'hui par la F1 et par Ross Brown à travers cette déclaration. Première hypothèse, eh bien, une reprise du championnat en juillet avec donc des courses à huis clos en Europe. La saison pourrait alors comporter 18 à 19 Grands Prix. Deuxième hypothèse, une reprise du championnat en octobre avec 8 courses réparties en 12 semaines. Et puis la dernière hypothèse, la plus pessimiste forcément, une annulation pure et simple de la saison 2020 puisque si les courses ne peuvent pas démarrer en octobre, le minimum réglementaire de 8 courses ne pourrait être alors rempli. La F1 à huis clos, qu'est-ce que ça vous inspire les amis? Quelles conséquences sur le sportif? Vaudrait-il mieux annuler plutôt que de disputer seulement 8 courses? Quid de la tenue du Grand Prix de France prévu bien sûr le 27 juin prochain?
Beaucoup de questions qui reviennent forcément ces derniers jours et on attend maintenant bien sûr vos réponses. Ça ressemble quand même à un plan de sauvetage de dernière minute dans le sens où les écuries mettent des mois et des mois à se mettre d'accord sur le format des Grands Prix comme on a vu avec les accords Concorde. Et là, on balance des idées à tire-larigot, on ne sait pas où ça va aller. Et j'avoue que ce plan de nous proposer 19 courses, ou 18 ou 19 courses, alors évidemment, en tant que fan de F1, on se dit chouette, la saison est sauvée. Et le plan de commencer en Europe à huis clos, ça n'a pas l'air stupide en soi. Si tout le monde est testé, s'il n'y a pas de risque de couru, très bien. Mais après, la réalité du monde du sport automobile est tout autre. Quid d'un promoteur à qui on va dire tu as zéro billetterie qui rentre sur ce Grand Prix? Quid des équipes à qui on va dire il y a une semaine de relâche et 3 week-ends consécutifs de Grand Prix? Comment ça va se passer financièrement pour les écuries? Comment ça va se passer financièrement pour les promoteurs? Tout ça paraît bien utopique quand même. Je rejoins un petit peu Brice là-dessus. En fait, je ne vois pas vraiment l'intérêt de faire un Grand Prix à huis clos dans le sens où le promoteur du Grand Prix vit, on va dire, entre guillemets, sa rentrée d'argent par la billetterie essentiellement, par les sponsors aussi évidemment, mais par essentiellement la billetterie. Et en fait, si on fait un Grand Prix à huis clos en Europe, le promoteur va faire très bien, mais alors à ce moment-là, vous me faites une ristourne à 90% parce que moi j'ai zéro rentrée d'argent, donc je vais pas vous payer. Et derrière, les écuries vont dire bah non, on va pas venir parce que du coup, si on vient et qu'on court, on va pas gagner d'argent non plus. Donc, à part si on a les droits TV, mais voilà, il y aura les droits TV sont payés par les promoteurs des grands prix. Donc les promoteurs des grands prix vont pas payer les télés. Les télés vont dire du coup nous on prend zéro, on vous donne zéro aussi. Donc il y a un problème de pognon, je pense avant tout là-dessus. Maintenant, la manière de vouloir déplacer les personnes, etc. Bon, pourquoi pas? Ça donne pas forcément le meilleur exemple pour un déconfinement parce que il y a aussi toute cette phase-là dans laquelle on va rentrer un jour ou l'autre qui est autant complexe que la mise en confinement d'une population. Donc non, le huis clos, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est pas, j'ai du mal un peu avec ça, on va dire. Vu les sommes faramineuses pour un Grand Prix qui repose sur de la billetterie, ça me paraît un peu compliqué. Et au-delà de ça, je rebondis là-dessus dans le sens où 18-19 courses de octobre jusqu'à, ça risque de dépasser en janvier 2021, Juillet, le début juillet. début juillet, excuse-moi. Je trouve ça peu crédible tout de même parce que je rejoins aussi avec Brice sur ça, c'est un aspect très utopique. Et aussi, est-ce que les écuries seront d'accord pour faire ça? Vraiment? De dépenser autant, sachant qu'on s'est arrêté de travailler, on s'est arrêté de travailler quasiment de début du Grand Prix d'Australie, de mars jusqu'à juillet quasiment. Je pense pas que les écuries accepteront ça. Alors il y a un petit truc aussi, c'est que les écuries ont donné carte blanche à Liberty Media et à la F1 pour dire vous faites ce que vous voulez pour les Grands Prix, vous avez l'accord de toutes les équipes et vous n'avez pas besoin de nous demander quoi que ce soit pour la tenue des Grands Prix pour cette saison 2020. Donc Ross Brawn, s'il a envie de mettre 50 courses entre juillet et décembre, il peut mettre 50 courses et les écuries, entre guillemets, seront obligées de dire oui. Bon, Je maintenant, pense qu'elles faut vont le que… regretter. Ah bien sûr, après ça, c'est sûr que quand tu donnes carte blanche et que l'autre il fait n'importe quoi, bon, normalement ça devrait pas être le cas, hein, évidemment, mais il faut faire attention à pas être trop gourmand, entre guillemets, sur le calendrier 2020. La question en fait qu'il faut se poser, je pense, aujourd'hui, c'est est-ce qu'on part, est-ce, est-ce mieux finalement d'avoir une saison à huis clos ou un début de saison à huis clos ou de ne pas avoir de saison du tout? Moi, je pense que c'est quand même mieux d'avoir du sportif aujourd'hui, si on peut, même si tu auras forcément des rentrées d'argent qui ne seront plus là et tu auras des pertes financières qui seront importantes. Après, on n'est pas forcément aussi de partir sur cette option de faire 18 courses impérativement en l'espace de 6 mois, parce qu'effectivement, ça va coûter cher, ça va coûter très cher aux écuries. Parce que je crois que c'est Fred Vasseur qui le disait il y a quelques jours à Motorsport. Faire 18 courses en 6 mois, c'est beaucoup plus cher que faire 18 courses en 12 mois pour les écuries. Donc finalement, moi, c'est le seul côté où je me dis, il faudrait peut-être faire des concessions, quitte à sacrifier certains circuits. Parce que partir sur une saison à faire, par exemple, 8 Grands Prix seulement et débuter cette saison au mois d'octobre, je trouve que ça aura des conséquences importantes au niveau sportif. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on parlait de crédibilité du championnat. Une crédibilité du championnat à 18 ou à 15 Grands Prix, évidemment qu'elle y est la crédibilité
on vit que depuis quelques années des saisons à 19-20 Grands Prix. Mais une saison à 8 Grands Prix, je me suis amusé hier à faire sur ces 10 dernières années, avec le système, le barème de points actuel, un championnat sur les 8 premiers Grands Prix. Et bien sur 4 saisons, on n'a pas le même vainqueur. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, Ça. ouais, c'est vrai. Mais après, il ne faut pas Si oublier vous voulez non les plus chiffres, que… en 2010, excuse-moi, en 2010, tu as Hamilton qui, après 8 Grands Prix, était en tête devant Button. Il avait 20 points d'avance sur Vettel, qui était seulement 5e. En 2012, tu as Alonso, qui est devant Mark Webber et qui compte 24 points d'avance sur Vettel, qui est seulement 4e. En 2014, tu as Rosberg, qui compte 31 points d'avance sur Lewis Hamilton. Et en 2017, tu as Vettel, qui compte 11 points d'avance sur Lewis Hamilton. Donc, ça peut avoir des vraies conséquences sportives. Juste, alors, parce qu'on parlait aussi de crédibilité du championnat, parce que forcément, ça va revenir dans les commentaires ou en commentaire, on va dire, de cette actualité d'avoir un calendrier réduit. Il ne faut pas oublier que dans les années 50-60, eh bien, les saisons ne faisaient pas 20 Grands Prix. Elles en faisaient 10, 12 maximum, même pas 15. Donc, et on n'a jamais remis en question la qualité d'un Fangio, d'un Jim Clark, etc. Donc, faut pas oublier ça. Et c'est pas parce que Hamilton ou n'importe quel autre pilote serait sacré avec 8 Grands Prix sur cette saison 2020 qui pourrait avoir lieu que ça en ferait un pilote titré moins méritant. Bien au contraire, ça aurait été celui qui a été le meilleur le plus vite possible. Et c'est ça aussi qu'on veut voir finalement en Formule 1. Donc, faut aussi un peu pondérer là-dessus. Tout dépend des événements. En 1950, par exemple, excuse-moi Manu, en 1950, tu avais 7 Grands Prix. Voilà. Mais c'est une autre époque. Oui. Mais justement, tout dépend des événements parce que faire un championnat sprint sur 8 courses en seulement 2-3 mois, quelque part, il pourrait y avoir quand même une modification de la perception de la Formule 1 et même de la perception du sport et des stratégies dans le sport. Il y a quand même une chose, c'est qu'imagine un championnat sur 8 courses. Est-ce que ce n'est pas la fiabilité qui viendrait décider du sort du championnat? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un résultat quelque part un peu fantasque avec seulement 8 courses? Si, ce qu'on recherche, mais c'est justement, enfin moi j'ai pas envie d'avoir un champion du monde fantasque parce que le meilleur a eu 3 problèmes mécaniques et finalement le plus régulier en faisant que des 4e places se retrouve champion. J'exagère, mais j'ai pas forcément envie de ça pour la F1. Oui, mais il y a ce risque si on démarre en juillet que dans d'autres pays, par exemple, ce soit plus compliqué et qu'on se réarrête finalement qu'on se réarrête une nouvelle fois dans cette histoire de coronavirus. On peut commencer en juillet et puis tout d'un coup, on va aller dans un autre pays pour un Grand Prix et on ne pourra pas y aller parce que le coronavirus, on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Une nouvelle fois reprendre le dessus et après tout va s'arrêter. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, on sera peut-être toujours à un point où le coronavirus viendra nous mettre un pied de nez. Peut-être faudrait-il… Vas-y, excuse-moi. Non, mais juste pour moi, entre 18 Grands Prix et 5 ou même 6 qui vont sauter et 8 Grands Prix, je trouve qu'il y a un juste milieu. Si jamais on doit faire une saison à 8 Grands Prix, et là je rejoins plutôt l'avis de Jacques Villeneuve, autant faire une saison hors championnat et faire 8 Grands Prix. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est une série d'événements plutôt qu'un championnat du monde purement et simplement. Mais encore une fois, si on a 8 Grands Prix, qui paye le manque à gagner? La question elle est pareille. Les écuries ne vont pas ramener 100% des revenus qu'elles auraient dû ramener s'il y avait eu 21 Grands Prix. Ah, mais c'est sûr et certain. Donc, ça va finir comme ça. Donc, en fait, la question est la même pour les 3 hypothèses, que ce soit une annulation de la saison, que ce soit 18 Grands Prix en 6 mois à huis clos, ou que ce soit 8 Grands Prix. Qui est-ce qui casque? Et là, la question, j'aime autant dire que tout le monde va se renvoyer la balle et il va y avoir des sérieux problèmes. Donc là, en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi on débat de comment ça va se passer. Moi, je pense qu'il faut présenter un environnement financier qui soit cohérent aux écuries, aux promoteurs et aux dirigeants. Et à partir de là, on pourra commencer à décider de comment on organise la saison. Mais là, à penser comme ça mène à une catastrophe financière pour la FOM, pour la FIA et pour les écuries. Je ne vois pas pourquoi ça débat de ça avant de débattre de l'aspect financier. Rien d'autre à ajouter. Enfin, je suis d'accord avec Brice, ça fait plaisir. J'ai mûri pendant le confinement. J'avais une petite question quand même à vous poser, et c'est peut-être plus une question de forme que de fond. Est-ce qu'il n'y a pas un optimisme un peu vain dans le monde de la Formule 1 actuellement?
moi, quand je regarde dans les autres sports, on pourrait prendre le football, on pourrait prendre le rugby, on pourrait prendre le tennis aussi également. J'ai plus l'impression qu'on reste très prudent sur des dates de reprise. Je tiens quand même à souligner que, par exemple, le tournoi de Wimbledon a d'ores et déjà été repoussé Annulé même. annulé même, excuse-moi. Annulé, ouais. C'est Roland Garros qui a été repoussé. Alors qu'il aura lieu en plein été. L'Euro a été repoussé, les Jeux Olympiques ont été repoussés. Je sais que la situation géographique n'est pas la même, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que en Formule 1 qu'on se permet aujourd'hui, en tout cas, d'avancer des dates de retour, comme l'a fait Ross Brown, notamment cette semaine. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'indécence de la part de la Formule 1, ou est-ce que la Formule 1 ne montre pas encore son côté complètement déconnecté, on va dire, un peu du réel? Alors, en fait, il y a deux choses par rapport à ça. C'est que la Formule 1 est un sport vraiment particulier comme tout sport mécanique. C'est qu'en termes d'équipement et en termes de préparation, il y a peut-être… Alors, je ne sais pas s'il y a plus de personnes qui sont, on va dire, derrière, qui travaillent dans les équipes pour mettre au point finalement la performance de deux personnes sur une piste. Quand on se déplace avec la Formule 1, on se déplace non seulement pas qu'en Europe, comme ça peut être le cas pour le Real Madrid, pour le FC Barcelone, etc., quand on parle de Champions League. Là, on se déplace dans le monde entier, sur tous les continents, hors Afrique malheureusement, mais on se déplace sur tous les continents, tout au long de l'année. On voit des populations totalement différentes, dans des cultures totalement différentes. Et en plus de ça, pendant tout ce tour du monde, eh ben, on déplace des motorhomes parce qu'effectivement, ça coûte cher, entre guillemets, d'avoir déjà une belle infrastructure. Et c'est pour ça que tous les nouveaux circuits qu'on a au calendrier ont des infrastructures qui permettent d'accueillir un paddock de Formule 1. Faut déplacer donc les motorhomes, etc. Et ça a un coût. Il faut déplacer aussi l'équipement du pilote parce que en fait, le pilote, il vient pas juste avec une tenue et une combinaison et puis il vient taper dans un ballon. Je schématise, mais il vient avec comme diraient certains, un bijou technologique qui demande de la main-d'œuvre pour pouvoir s'assembler, se désassembler, se faire réparer, etc., pour pouvoir justement faire en sorte qu'il ait sa performance en piste. Donc, on ne se déplace pas avec un t-shirt et un ballon pour caricaturer, encore une fois, parce qu'il y a plein d'autres choses dans les sports comme le foot ou le basket. Mais là, on déplace quand même beaucoup de choses qui demandent beaucoup de personnes pour comment dire, c'est comme si on se mettait à 15 pour essayer de gonfler un ballon de foot. C'est un petit peu la même chose pour la F1. Finalement, on est beaucoup pour juste un seul instrument pour le pilote. Donc, il y a ça à prendre en compte et c'est ça qui fait que ça peut devenir très compliqué. Et c'est ça ça fait que c'est un sport vraiment à part. Et c'est pour ça que repousser et annuler des championnats de Formule 1, c'est beaucoup plus complexe parce que financièrement parlant, comme l'a dit Brice, il y a beaucoup plus peut-être d'enjeux parce que derrière, il y a beaucoup plus de monde qui travaille sur un même projet, entre guillemets. Puis la différence aussi, c'est qu'on n'a pas commencé la saison, contrairement au foot, où des choses peuvent être décidées parce qu'il y a déjà des événements qui ont eu lieu, des classements sortis et des choses qui peuvent être décidées au vu de ce qui a déjà été passé. Là, on commence une saison, c'est arrivé vraiment à l'extrême limite du début de la saison. Et la différence aussi avec le tennis ou le cyclisme, c'est que ce sont des choses qui dépendent les unes des autres. Les grands prix dépendent les uns des autres pour arriver à un champion au final. Contrairement au tennis où tu as un classement ATP mais tu n'as pas de champion 2018, 2019, 2020, au cyclisme, c'est des événements, Tour de France, Giro, Vuelta, qui peuvent être décalés comme ça. Mais en F1, la structure globale dépend de l'enchaînement des choses. Donc forcément, il y a une panique un peu plus grande, c'est que si tu n'arrives pas à organiser l'enchaînement de ces choses-là, tu n'arrives pas à organiser ton événement global. Un événement global qui, comme le dit Pierrot, déplace des milliers de personnes, déplace des millions d'euros, si ce n'est des milliards au total. Donc effectivement, quand il y a un grain de sable dans les rouages, tout est pété, tout est désorganisé. Et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, je pense, et que la F1 est un petit peu plus particulière. D'autres sports doivent être dans le cas de la F1, mais je ne les ai pas là maintenant en tête. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'explication qui fait que on a besoin d'une date de début parce qu'on a besoin d'organiser les choses parce que c'est très, très compliqué logistiquement organisé et financièrement. Moi, je voulais vous relancer aussi sur une chose. Tu parlais d'argent tout à l'heure, Brice.
est-ce que aussi, Ross Brown, en faisant ces annonces-là, et notamment cette reprise en juillet à huis clos, alors j'ai bien compris la problématique, et d'ailleurs cette problématique, on y reviendra, elle va se poser, j'imagine, pour le Grand Prix de France, parce qu'en effet, vous l'avez dit, pour un promoteur, faire un événement sans billetterie, c'est toujours un petit peu compliqué, notamment pour rentrer dans ses frais. Et en même temps, les écuries de F1, du fait qu'il n'y ait pas de diffusion, qu'il n'y ait pas de Grand Prix, elles n'ont pas de rentrée d'argent. Est-ce que ce ne serait pas aussi une solution pour sauver un petit peu les meubles par rapport à des constructeurs qui vont être en plus en crise, et des écuries qui risqueraient de se retrouver dans une difficulté financière terrible? Ben moi, je pense que Ross Brown fait ces déclarations-là parce que l'action actuellement du groupe Formula One est en chute libre et qu'il y a un besoin, au vu des actionnaires et des investisseurs, de clarté et d'un plan proposé de quelque chose. Euh, Quitte à ce que ce ne soit pas du tout réalisable. Il y a juste besoin d'avoir en fait, des objectifs fixés pour que les investisseurs et le côté financier de ce monde-là se disent « Ok, il y a quelque chose à sauver » et qu'on puisse maintenir, entre guillemets, l'état boursier de la Formula One. Sinon, je veux dire, Ross Brown, il n'est pas plus médecin que nous tous. Hein. Donc, je veux dire, il propose ça pour mettre des perspectives d'avenir. Mais sinon, j'ai autant de dire que ce qu'a dit Ross Brown, c'est valable pendant les 2 jours qui suivent. Derrière, en fait, ça se trouve, il y aura d'autres choses qui vont arriver, on ne sait pas. Tiens, voilà le cours de l'action de la Formula One proposé par Pierrot. Voilà, la chute. Voilà, c'est Liberty, ouais. Ça fait, Voilà. ça fait le contour de son épaule. Ici, c'est l'apparition du coronavirus. Voilà. Donc la F1 a divisé par 2 son action Et, en quelques semaines. et je vois un plus 1,45. Est-ce que ce serait lié aux propos de Ross Brown dans ces cas-là? Bah peut-être, hein. Peut-être. Non, mais Ou au propos de Jean Todt, qui sait. Exactement, on va y revenir d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission, juste pour faire le bilan un petit peu de cette news et surtout des déclarations de Ross Brown. Est-ce que vous pensez vraiment que cette saison elle va vraiment partir un jour? Je sais que c'est une question qui est très difficile, on n'a pas de boule de cristal, mais à partir de quand, pour vous, il faudrait annuler cette saison? À partir de quel événement? À partir de quelle déclaration? On sait notamment que le prolongement pourrait être le confinement pourrait être prolongé dès lundi par le président de la République. À partir de quel moment il faut prendre des décisions pour vous? Je pense qu'il y a une chose très rapidement. Euh, Depuis tout à l'heure, je pense qu'on bute tous sur un problème financier et structurel avant tout, sur la manière dont la Formule 1 arrive à faire de l'argent par rapport aux autres sports. Parce que c'est une économie qui est relativement fragile, mine de rien, et qui est très dépensière, très coûteuse. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et peut-être qu'il serait temps de remettre en question ce système-là qui ne peut pas absorber des crises comme le coronavirus, des crises mondiales sanitaires qui sont extrêmement dommageables pour le sport. Parce que, comme l'a dit Brice, l'enchaînement d'événements fait qu'on a un championnat. Et si on n'arrive pas à avoir cet enchaînement d'événements, c'est mort. Donc, dès qu'il y a un grain de sable, ça fout la machine en l'air. Donc, peut-être qu'il faudrait revoir avant tout le système structurel de la Formule 1 et la manière dont elle fonctionne. Et ça, on sait que depuis le début du championnat du monde de Formule 1 dans les années 50, ça n'a jamais été fait. Ça ne se fera peut-être jamais parce qu'on repousse toujours plus loin les débats, etc. Parce que, on n'est jamais d'accord sur ce qui se passe, etc. etc. Donc, voilà. Moi, je pense personnellement, cette saison, est-ce qu'elle va avoir lieu? Vu comment c'est parti, ça me paraît de plus en plus compliqué. Le seul moyen pour que ça ait lieu, c'est que, il y a eu une remise en question structurelle de la part et de la FIA et de la F1 et des équipes pour se dire comment on va changer notre business model, notre modèle économique pour pouvoir être prêt déjà à avoir une économie beaucoup plus saine et aussi pouvoir absorber des grands cataclysmes mondiaux. Donc je ne sais pas si on va avoir une saison 2020 et moi qui espérais qu'on en ait une, ça me paraît compliqué. il y a l'aspect financier, mais il y a aussi tout simplement l'aspect sanitaire. Dans chaque pays dans le monde, dans chaque région, dans chaque continent, tout est différent. Regardez juste en Europe, en France, c'est un petit peu le caca. En Espagne aussi, en Italie. En Autriche, par exemple, ça l'est beaucoup moins. Ça l'est beaucoup moins dans le sens où on avait 9334 personnes infectées le 3 avril. Là, c'est en baisse. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que le Grand Prix d'Autriche est toujours prévu et qu'ils espèrent aussi du côté de Spielberg avoir le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 2020. Mais chaque pays est différent, chaque continent l'est. Là, débuter cette saison en octobre si elle a lieu, je pense que c'est plus raisonnable que les propos de Ross Brown qui sont pour moi en tout cas très ambitieux. Il faudra faire un truc du style du GP2 Asia à l'époque.
où tu fais une saison sur l'hiver. Mais après, en fait, le problème, c'est que tu n'as déjà pas le temps de faire ta voiture. Tu regardes Williams l'année dernière, tu n'as déjà pas le temps de faire ta voiture en temps normal avec la trêve hivernale que tu as normalement. Donc, si en plus de ça, tu compresses tout, j'ai vraiment l'impression que la F1 tente de sauver ses meubles, qu'il y a eu un ouragan qui est passé et que là, en fait, on essaie d'aller récupérer les chaussettes et les calbars dans le tiroir là, pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver. Mais le truc, c'est qu'en fait, on ne sait pas si l'ouragan est terminé, quand est-ce qu'il va se terminer. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut attendre que la situation mondiale soit plus saine, entre guillemets, que ce soit quelque chose de généralisé pour proposer un plan qui soit viable. Parce que là, en fait, tous les plans que tu vas proposer, ils ne seront pas valables plus de, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 2 jours, parce qu'au final, tout évolue tout le temps. Donc, si on n'a pas de quelque chose de pérenne et de viable avant, bah ouais, je pense que Spa, Monza, à mon avis, à partir de là, il sera beaucoup plus prudent et beaucoup plus sain pour les écuries de faire une année blanche et puis de se débrouiller comme ça et repartir sur un championnat, plutôt que de tout compresser, de faire tout à la va-vite et derrière dépenser peut-être plus d'argent que ce que tu vas gagner. Donc ouais, je pense qu'il faut attendre d'avoir les conséquences et la fin de cette épidémie. Évidemment, il faut attendre d'avoir plus d'informations sur l'évolution du virus. Moi, de mon côté, je me dis que rien n'est à jeter hein, pour l'instant. Je pense encore qu'on peut avoir une saison, même en la débutant au mois d'octobre. De toute façon, tu disais tout à l'heure que chez Williams, par exemple, on n'arrive pas à faire une voiture en hiver. Il y aura un gel des châssis, donc tu peux aussi faire en sorte de repartir avec exactement la même voiture en 2020 qu'en 2021 et enchaîner sur les 2 saisons, avoir une saison 2020 qui commence, par exemple, au mois d'octobre et qui se termine au mois de février, et tu reprends en mars d'emblée, sans test, sans rien. Enfin, pour moi, rien n'est… C'est encore trop tôt pour tirer des conclusions et être aussi bien pessimiste qu'optimiste. J'ai une idée, les copains, une idée totalement utopiste, mais c'est juste pour vous faire plaisir. Allez, je me lance. On commence la saison en octobre et on fait une super saison qui va jusqu'à novembre prochain avec 28 Grands Prix. Tu rajoutes des Turquie, tu rajoutes des Hockenheim, tu rajoutes des Estoril. T'en as rien à foutre. Tu fais n'importe quoi. Ross Brown fait n'importe quoi à l'heure actuelle. Il dit des trucs, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, tu fais une super saison, tu doubles les droits TV, tu doubles les revenus comme ça. Terminé. Allez, ça fait pas plaisir, ça ? T'as le coronavirus qui revient l'année prochaine. Oui, bon, bah voilà. Et puis les spectateurs perdent complètement l'intérêt parce qu'il y a beaucoup trop de Grands Prix. Et que… J'essaye de rêver. Qu'est-ce que je te dis ? Rêve mieux alors, merde. Il n'y a pas des disciplines où la saison 2020 a été prolongée, on va dire, sur 2021. C'est pas au WEC, je crois, qu'ils voulaient faire ça, qu'ils avaient prévu de faire ça. Si, c'est ce qu'ils font. Ils font la super saison. C'était déjà comme ça avant. Et d'ailleurs, justement, les 24 heures du Mans, contrairement à la Formule 1, où c'est un peu pour l'instant optimiste de mettre tout ça en juillet, les 24 heures du Mans sont en septembre maintenant. Eux, ils voient déjà plus loin. Exactement. Merci à vous en tout cas pour vos avis avisés sur ces déclarations de Ross Brown. Parmi les instances, il n'y a pas que Ross Brown justement qui a allumé son Skype pour faire des annonces. Cette semaine marquait le retour dans l'arène médiatique du président de la Fédération internationale de l'automobile, Monsieur Jean Todt. Il s'était montré très discret depuis quelques semaines. Sa prise de parole était attendue après le fiasco de Melbourne et depuis le début aussi de cette crise sanitaire sans précédent. Jean Todt, le président de la FIA, s'est exprimé au micro de Julien Febvre sur Canal, à Frédéric Ferret de l'équipe, ainsi qu'au site Motorsport. On l'attendait, Jean Todt, surtout sur un sujet, le sujet bien sûr de l'affaire dite du débitmètre. Et avant d'ouvrir un procès fictif, j'appelle un premier expert, bien sûr, à la barre, Dominique Rizet, personnage phare de BFM TV et spécialiste police-justice bien connu des amoureux de l'émission Faites entrer l'accusé, pour ce petit rappel des faits. Allez-y, Dominique. L'affaire, le dossier Ferrari, le dossier du moment. Ferrari, la compétition, la course, l'élégance, le respect des règles. Un parcours sans faute, jusqu'à ce qu'on commence à se poser des questions toujours sans réponse. Ça s'est passé lors de la compétition, la saison 2019, où Ferrari avait des voitures qui allaient anormalement vite dans les lignes droites. Alors les concurrents se sont posés des questions. Comment se fait-il que les Ferrari puissent aller aussi vite ?
et des questions notamment sur le débitmètre des Ferrari. Le débitmètre, c'est un système d'alimentation du moteur en essence, en air, qui permet, c'est la logique, ça c'est un carburateur, plus on envoie d'essence dans le carburateur, plus la voiture va vite. Mais ce débitmètre en compétition, il est réglementé. Et la question qui se pose, que les concurrents de Ferrari ont posée à la FIA, la Fédération internationale automobile, c'est est-ce qu'on pourrait vérifier le débitmètre des Ferrari? Ça a été fait. La FIA a envoyé ses experts. Les experts ont trouvé quelque chose, personne ne sait quoi. Et la FIA a répondu aux concurrents de Ferrari qu'un accord avait été conclu avec la Scuderia, mais impossible de savoir ce qu'il y a dans cet accord, quels sont les termes de cet accord. Ce qui nous fait nous poser la question, y a-t-il une justice pour les uns et une justice pour les autres? Merci Dominique Rizet pour toutes ces précisions avec cette belle traction. Décidément, les pistonnés ont le bras long depuis le début de leur création. Enfin, avant d'ouvrir bien sûr cette audience, je voulais partager avec vous cette dernière pièce ajoutée au dossier il y a quelques jours. Une déclaration de Jean Todt cette semaine chez Motorsport qui dit ceci: ça aurait été une erreur de ne pas dire que le cas Ferrari avait été discuté et qu'il y a une sanction, car ce qu'ils ont fait n'était pas légal. L'objectif, en tout cas, de Ferrari n'était pas légal. Alors, messieurs, on va se remettre en mode gris, bien évidemment. Accusé Ferrari, levez-vous. Messieurs les pistonnés, Ferrari accusé d'un objectif non légal. Ferrari qui ne veut pas lever la clause de confidentialité autour de son accord avec la FIA. N'est-ce pas là, pour Ferrari, un aveu de culpabilité? Alors moi, pour commencer, c'est pas ce que les équipes sont censées faire en fait, toujours repousser plus loin la réglementation. Donc bon, bah ils ont à l'heure d'aujourd'hui, comme certains disent, eh bien au jour d'aujourd'hui, pardon, comme certains disent, eh ben on sait toujours pas ce qu'ils ont fait de mal entre guillemets, mais en tout cas on sait qu'ils ont fait quelque chose de mal. Moi, j'aimerais bien comprendre ce qu'ils ont fait de mal pour savoir où a été la faille finalement dans le règlement. Parce que s'ils ont fait quelque chose de mal, ça veut dire que le règlement a ce qu'on appelle des trous réglementaires, des trous judiciaires, j'ai plus le terme exact, mais voilà, donc des zones d'ombre, voilà, zones grises. Des zones grises, exactement, des zones grises du règlement. N'hésite pas. donc en fait, la vraie question, c'est bah oui, mais en fait là, les gars, c'est votre règlement à vous, la FIA, qui est peut-être pas bon au final. Donc, on aimerait bien avoir une clarification sur ce qui s'est passé. C'est pour ça que les équipes se sont mis toutes ensemble pour pouvoir dire bah non, on aimerait bien savoir ce qui s'est passé entre Ferrari et la FIA parce qu'on aimerait bien savoir ce qui se passe et avoir une clarification. Bon, depuis, Mercedes s'est rétracté parce qu'ils veulent pas faire trop de vagues, etc. Mais voilà, moi c'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, ils ont quand même du toupet d'accuser Ferrari de tricherie, etc. Sachant qu'on ne sait pas sur quoi on les accuse. Donc on aimerait bien savoir sur quoi on les accuse pour derrière que ce soit légitime en fait. Et si c'est une zone grise du règlement, bon bah ouais, bah bravo les gars, vous avez été plus intelligents que les autres et tant mieux. Donc moi c'est ça qui me saoule un peu et pour une fois je suis plus côté Ferrari et vu comment la tournure a pris, peut-être que effectivement c'est plus la FIA qui essaie de se protéger plutôt que Ferrari qui essaie de protéger quelque chose, à moins qu'il y ait un vrai secret industriel et là effectivement il y a peut-être aussi quelque chose à protéger dans ce cas-là, mais moi je suis plus du côté Ferrari et je comprends tout à fait qu'on repousse la limite judiciaire réglementaire d'un règlement technique de Formule 1. C'est la base de la F1, j'ai envie de dire. Excuse-moi, Brice, c'est la base de la F1. Moi, j'ai envie de voir des équipes qui vont trouver des innovations. Moi, aujourd'hui, je vois le DAS de Mercedes, je suis comme ça. Enfin, tu vois, et c'est valable pour tout. Il faut exploiter au maximum toutes les zones grises possibles du règlement parce que c'est comme ça qu'on va avoir des expériences et des nouveautés technologiques extraordinaires. Je sais, on en a déjà discuté, on a fait une émission dessus la saison dernière. La standardisation de la F1, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc, quand aujourd'hui je vois ce qu'a fait Ferrari l'an dernier, ce que fait Mercedes aujourd'hui et ce que feront d'autres écuries à l'avenir, moi j'aime et c'est ce que je veux voir. Après, il y a une gestion à avoir du côté de la FIA, de la F1 par rapport au règlement. Mais s'il y a une faille dans le règlement, ils l'ont exploité et bravo à eux. Après, si c'est illégal, ils ont été sanctionnés, mais c'est pas encore comment. Mais en tout cas, juste avant que Alex et Brice prennent la parole, Jean Todt, cette semaine, a parlé de sanctions, d'intention
illégal. Ça, c'est quand même quelque chose à préciser quand même, qui est très important. Ouais. Quand quelque chose est illégal, tu es sanctionné. Point. Là, ce qui me dérange, c'est que tu as fait quelque chose de mal, on te sanctionne, mais les autres ne savent pas de quoi, en fait. Comment les autres peuvent pas se calquer sur quelque chose, sont en train de se calquer sur quelque chose qu'ils ne devraient pas faire et finalement ils vont se faire sanctionner plus tard et cette fois-ci, peut-être que plus tard ce sera révélé. Comment les autres font? Là, c'est une question clairement. Là, on va peut-être même partir sur un débat. Ok, pour le bien du sport, on fait quoi maintenant? Alors, il faudrait que je retrouve ça, mais j'ai lu justement ce matin, enfin ce matin, non pas ce matin, hier, Jean Todt dire que, enfin je sais plus si c'est Jean Todt, mais comme quoi il y aurait une mise au point avec les écuries pour voir ce qu'il est possible de faire et non sur ce point-là. Donc normalement, et sachant aussi, pardon, sachant que quoi qu'il arrive, le souci ou la zone grise est devenue une zone noire et qu'il est désormais aujourd'hui impossible de faire ce que Ferrari a tenté par le passé. Mais la zone noire est toujours une zone grise pour moi parce que la FIA ne sait pas ce que Ferrari a fait de mal. C'est ça le gros problème. C'est que la FIA a fait une enquête ultra rigoureuse sur le débitmètre de Ferrari, a modifié sa réglementation parce qu'il a vu qu'effectivement Ferrari en tenait un gain, mais qu'au vu de la réglementation en cours, ils n'ont pas réussi à identifier où Ferrari avait été dans l'illégalité. Et cette phrase est incroyable, c'est que Jean Todt avoue, nos techniciens ont un doute qui était contesté par Ferrari. Nous étions incapables de démontrer à coup sûr et d'une manière précise l'absence de légalité. Ça veut donc dire que la FIA ne sait même pas si ce que Ferrari a fait est illégal. Mais on les sanctionne quand même. On les sanctionne parce qu'on a vu que ce qu'ils ont fait n'était pas dans les clous du règlement, entre guillemets, moral, et qu'au vu de la plainte de tout le monde, on se dit, bon, écoute, ça, on va l'annuler parce qu'en fait, dans tous les cas, plus tard, on l'annulera. Et comme nos techniciens ne sont pas capables de prouver que c'est illégal, on ne va pas le révéler puisqu'on ne sait pas de quoi on parle. Les mecs ne savent pas de quoi ils parlent. Ferrari sait très, très bien de quoi ils parlent et certainement qu'il y a d'autres choses à améliorer dans ce qu'ils ont fait et que là, en fait, ils ont dit, bah voilà, nous, c'est ça nos pistes et du coup, OK, on passe un accord pour qu'on ne le fasse pas et que la FIA ne dise rien en fonction de ça. Mais en fait, c'est une zone grise énorme où la FIA s'est dit, ah merde, putain, ça marche et c'est pas illégal. Mais en fait, c'est pas très sportif. Et là, donc, du coup, on va rendre ça illégal. Mais personne ne là, le sait. là, tu relèves un point très important, c'est que effectivement, la FIA sanctionne l'intention. Alors, peut-être que l'intention de Ferrari, en allant jouer avec cette zone grise, était tricher. Mais moi, j'aimerais juridiquement, comment est-ce que tu prouves une intention? Comment est-ce que tu prouves que tu as eu l'intention de tricher? C'est là en fait où Jean Todt l'a expliqué. Il a expliqué que si on partait sur un long procès avec un dispositif juridique, et ainsi Cour de suite, d'appel de la FIA. ça aurait duré énormément de temps et ça aurait terni l'image de la FIA et De également Ferrari. l'image de Ferrari. Donc, Et de sur la ce F1 point-là, avec. exactement. Et donc, sur ce point-là, je comprends Jean Todt, même si je Bien sûr. je suis pas d'accord avec tout ça. Moi, j'ai un truc quand même à dire là-dessus. La morale un peu de cette histoire, c'est que on a un gros problème en fait. C'est qu'on a un règlement technique pour un moteur qui est truffé donc de zones grises et qu'on ne sait même pas résoudre. Donc, non seulement, alors là, je vais faire le vieux con romantique, hein, évidemment, mais Allez. non seulement ces moteurs ne font plus un seul bruit et c'est des bruits d'aspirateur hideux, mais en plus de ça, on ne maîtrise pas la technologie qui a été mise en série dans une Toyota Prius fin des années 90, qui est une technologie qui est désormais obsolète. Hein, on va pas se le cacher, tout le monde fait des voitures hybrides, mais maintenant, c'est pour ça qu'il y a tous les constructeurs en Formule E. L'hybride, c'est pas quelque chose qui intéresse les constructeurs. Et là, on est en train de se prendre la tête sur un chou pour savoir si l'intention de Ferrari a été la bonne ou la mauvaise. Attendez, là, on est sur une vanne internationale, comme dirait l'autre. Là, je suis désolé, là, il y a un truc, moi, que j'arrive pas à comprendre. On est sur des bijoux technologiques, certes, mais on ne maîtrise pas ces bijoux technologiques et dès que quelqu'un trouve une zone grise, ce qu'ils sont censés faire d'ailleurs, et c'est aussi leur intention, hein, au final, de repousser et aller toujours plus vite, c'est ça leur intention, et ben là on est en train de dire ah oui mais non parce que vous n'avez pas vraiment joué le jeu machin. Attendez les gars, attendez, c'est comme si quand tu fais la passe à 10 sur un terrain de foot et que là bah ouais mais techniquement, réglementairement, alors je suis pas expert en foot mais bon, bah, faire la passe à 10, ouais, bah, t'as qu'à venir piquer la balle. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, moi, ça me saoule en fait. Ce règlement est encore une fois beaucoup trop technique, beaucoup trop
complexe. Porsche a refusé, a essayé de faire un moteur hybride avant de s'engager, je crois, au Mans, a essayé de faire un moteur hybride pour la Formule 1 et a dit bon, ok, on va mettre ça de côté, on va s'en servir pour l'endurance parce que bon, on a lâché quand même un chèque de recherche et développement. Voilà. Donc, moi, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue cette complexité. J'aimerais bien qu'on revienne à des choses un peu plus essentielles, toujours en allant chercher quand même de la recherche et développement et de nouvelles technologies. Mais là, clairement, on n'est pas dedans, quoi. Et si Même j'ai bien cet as- compris, Oui, si j'ai oui. bien compris, les gars, vous, ce que vous faites aujourd'hui, c'est davantage le procès de la FIA plutôt que le procès de Bah oui. Ferrari, puisque Ah oui, oui, oui. cet accord est confidentiel et qu'on n'en connaît pas les termes. Laissez-moi être un tout petit peu l'avocat quand même de la FIA. Puisque ce débitmètre, désormais, il est, entre guillemets, il y a le débitmètre, il y a un débitmètre FIA dans chacune des voitures, donc c'est-à-dire qu'on ne pourra plus tricher là-dessus. Puisque eh bien, la FIA est prête à communiquer sur l'accord avec Ferrari, est-ce que pour Ferrari, on se rappelle qu'ils sont en Formule 1 aussi pour faire un petit peu de communication, il ne faudrait pas sortir du silence et expliquer ce qui a été sanctionné et quels sont les termes de l'accord? Surtout pas, Mais surtout pas. si, Ferrari se prend un coup de publicité monstrueux à démontrer qu'ils sont meilleurs que les ingénieurs qui font le règlement. Ouais. Et en faisant ça, en fait, pour moi, c'est la meilleure manière de vendre ces voitures. C'est de te dire, nous, on trouve des trucs qui font performer que personne ne trouve, même ceux qui font les règlements. À partir de là, Ferrari, il gagne. Mais alors, il gagne mais bien plus que si, en fait, ils avaient trouvé quelque chose, une technologie qui était disponible pour tout le monde. Là, c'est juste, mais un coup de pub monstrueux. et puis Ferrari est dans son bon droit. Faut savoir, enfin, l'accord confidentiel et secret qui a été signé avec la FIA, il y a une clause, enfin, Ferrari a levé la clause qui interdisait la FIA de communiquer là-dessus. Donc, elle a le droit de le faire, elle le fait. Et si tu n'as pas envie de rendre public le détail de cet accord bah, Ju- Jusque-là, Ferrari est totalement dans son bon droit. C'est exactement ce qu'a souligné Hamza, dans le sens où ils prennent l'article 4. Ferrari fait exactement ce qu'ils devaient faire. Ils sont allés au-delà du règlement, enfin au-delà du règlement. Ils ont poussé au maximum le règlement. La FIA n'a pas pu les choper. Et finalement, là, ils exploitent parfaitement ce système de communication qui, pour eux, est totalement bénéfique. et puis, un point très important quand même sur la FIA, c'est pour ça aussi pourquoi je trouve que cette image, je ne sais pas si elle ternit, mais on a l'impression que c'est pas net du côté de la F1 de la FIA. Rappelez-vous quand même, messieurs, quand on était à Barcelone, le communiqué, il est sorti le dernier jour à 18h, à la fin des essais. Ça veut dire que tout le monde était en train de remballer le matériel, tout le monde était, voilà, allez, ça y est, fin des essais, on rentre chez nous. Tu glisses le communiqué comme une lettre à la poste, en espérant que pas grand monde va voir ça, ça va pas trop faire parler. Il y a aussi l'histoire du timing de la sortie de ce communiqué qui, en termes d'image, je trouve, c'est pas très clean. Moi, je suis complètement d'accord avec Hamza. Je pense que c'est pour ça qu'on fait un procès contre la FIA et pas contre Ferrari. C'est que le timing veut tellement dire de choses. Je veux dire, vraiment, s'il fallait sortir ce communiqué-là, fallait le sortir le lundi, quoi. Fallait pas le sortir le vendredi soir à la fin des essais quand tout le monde se dit chouette, on va se retrouver à Melbourne, on est en train de tout remballer, tout est dans la Ah boîte, oui. machin, les articles vont partir et tout. Bim, on te balance ça. C'est non seulement c'est pas correct et c'est bon après la FIA fait ce qu'elle veut hein, évidemment, mais non seulement c'est pas correct, mais en plus de ça, ça en veut dire long sur la manœuvre en train d'essayer de se dire bon comme ça en plus c'est le vendredi soir, le week-end passe et Bah oui, lundi on a oublié Ouais. ça. Ah ouais mais non forcément, quand tu es une écurie concurrente, tu te dis, bah, il y a quelque chose qui se passe et c'est quelque évidemment, chose mais de pour pas tout le très net monde, qui, pour qui tout est en le train de monde. se passer. Mais évidemment, évidemment si jamais l'accord avait été trouvé avant, il fallait sortir le communiqué avant. Si l'accord a été trouvé le vendredi ou le jeudi, bah, l'accord, tu le dévoiles un peu plus tard, avant le Grand Prix d'Australie, et comme ça, tu n'as pas cette sensation d'entourloupe. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, quelque part, et peut-être à la décharge de la FIA, que les tricheurs ont toujours une longueur d'avance, on peut dire, sur les instants? On peut prendre d'autres sports, là encore, les parallèles sont nombreux. On pourrait prendre le cyclisme, notamment, où pendant très longtemps, les instances ne pouvaient pas lutter contre le problème du dopage. Est-ce que, quelque part, est-ce que c'est pas facile d'en vouloir aujourd'hui à la FIA? Bah, c'est facile dans le sens où si les mecs qui bossent à la FIA pour faire les règlements étaient d'aussi bons ingénieurs que les mecs qui bossent chez Ferrari, ils bosseraient chez Ferrari.
Donc aujourd'hui, les meilleurs ingénieurs, ils sont dans les meilleures écuries, point barre. Donc effectivement, Ça paye mieux, il paraît. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Donc forcément, ils ont forcément une longueur d'avance. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que la FIA a recruté Ross Brown, parce que Ross Brown, c'était quand même pas le dernier pour trouver des stratégies pour entourlouper le monde. À l'époque, il était chez Ferrari, donc quelque part, c'est un peu comme les gouvernements qui recrutent des hackers pour leur système de sécurité sur leur site internet, quoi. Donc, on va aller chercher les meilleurs des meilleurs pour éviter de se retrouver face à ce genre de situation. Et peut-être qu'avec Ross Brown, dans quelques mois, années, ça se reproduira un peu moins. Mais bon, les écuries sont toujours très très fortes pour aller chercher le détail qui fait qu'ils passeront. Faut pas oublier que dans n'importe quelle compétition, le but du jeu, c'est de repousser la limite pour toujours avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. Et quand on repousse la limite, forcément, alors, est-ce que c'est aller tricher? Là, on va partir dans un débat philosophique. Est-ce que vouloir aller à gagner à tout prix et vouloir gagner de quelconque manière en allant exploiter des zones grises de règlement, est-ce que c'est tricher? Là, après, chacun a sa définition quelque part. Parce que oui, moralement, c'est pas très très cool, c'est pas forcément cool en fonction sur la moralité du règlement. Comme le dit si bien Hamza, il y a la règle et l'esprit de la règle. Mais sauf que on n'est pas dans le monde des bisounours, et que effectivement, peu importe que ce soit la FIA ou d'autres instances dans d'autres sports, les sportifs chercheront toujours à essayer d'avoir la longueur d'avance qui les fera gagner, parce que c'est la compétition et l'esprit compétitif de l'être humain qui est comme ça. Donc oui, c'est un peu facile de taper sur la FIA, mais en même temps, comme l'a dit Brice, les ingénieurs qui font les règlements techniques sont peut-être pas les meilleurs, puisqu'ils sont dans les écuries qui vont essayer de faire la meilleure voiture. Je suis quand même assez curieux de savoir comment ça s'est passé du côté de Ferrari quand on est venu leur voir. On leur dit on vous soupçonne de tricher, on ne peut pas le prouver. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont dû faire une pizza, ils ont dû bien rigoler. C'est juste, c'est assez fantasque cette histoire, et ça me désole surtout en fait pour l'aspect sportif de la Formule 1. Moi, je le trouve assez quand même. J'ai bien compris que le verdict que vous allez garder, c'est que la FIA a failli, bien sûr, dans son rôle de législateur. Je vous trouve quand même un petit peu gentil avec la Scuderia Ferrari. C'est la Formule 1. Mais parce que quelque part, oui, enfin, c'est la Formule 1. Quand le président de la FIA parle de sanctions, ça veut dire qu'il y a eu une culpabilité quelque part. Et encore une fois, on va refaire de la sémantique. Mais si le président de la FIA parle aussi également on va dire, d'une volonté qui était malhonnête, en l'occurrence celle de la Scuderia Ferrari, c'est qu'il y a quand même un hic dans cette histoire. D'autant que je vous rappelle, messieurs, il y aurait quand même comment dirais-je, un environnement propice au fait que Ferrari ait pu tricher au niveau de son moteur, si on remonte les dernières années de la F1 moderne et les difficultés que Ferrari a eues avec ce moteur. Ouais, moi je trouve que tailler Ferrari, évidemment, on l'a fait au moment où on a appris l'affaire, mais avec le recul parce qu'en fait, il y a le moment où on se rend compte qu'ils ont triché, où on leur dit putain, c'est pas bien, vous avez triché, vous avez fait votre truc de débitmètre. Et il y a le moment derrière où les commentateurs laissent leur place à l'enquête et au législateur. Et là, on est en train de juger l'action du législateur post-tricherie. Donc la tricherie, on l'a déjà évoqué, ça fait il y a 6 mois, terminé. Mais au final, qu'est-ce que tu retiens? C'est l'innovation de Ferrari qui n'a pas été jugée correctement par la FIA. Aujourd'hui, est-ce que tu te souviens du fait que le double diffuseur en 2009, c'était quelque chose qui était pas considéré comme légal? Non, tu te souviens de l'innovation qui a fait gagner, et que derrière, la FIA a tranché si oui ou non. La tricherie, on en a déjà parlé. Là, c'est vraiment le législateur qui arrive et qui dit bon, c'est comme ta mère quand elle se dit il manque un billet de 10, ça doit être toi, mais je suis pas sûr. Oui, mais en même temps, prouve, fais quelque chose. Et du coup, ça sent le passé, ça. Ça sent du vécu. Ouais, ça sent le vécu. Ouais. Non, je piquais juste 1 euro pour mon pain au chocolat. Oui, c'est cela. Ok, messieurs, merci pour votre avis en tout cas sur ce débat. J'imagine rien à rajouter avant de passer au quiz. Il y aurait encore beaucoup de choses à rajouter. Beaucoup à rajouter, mais c'est vrai que le fait qu'une écurie, c'est-à-dire qu'un concurrent passe un accord avec sa fédération, je trouve ça quand même, c'est très bizarre. On restera toujours qu'il y a quelque chose qui est très très bizarre dans cette affaire. Je rajouterai juste pour terminer une phrase d'une source d'Auto-Hebdo à l'époque à Barcelone quand cette affaire a éclaté. C'est comme si un athlète soupçonné de dopage passait un accord avec sa fédération sans qu'on sache s'il est coupable ou non. À l'heure actuelle, on ne sait pas si vraiment Ferrari est coupable dans ce qu'il a fait. Exactement, je trouve que le parallèle est très très bien trouvé, Alex. Et en effet, c'est déjà arrivé d'ailleurs dans l'histoire du cyclisme, mais on n'en dira trop rien, sinon on va se faire taper les doigts bien sûr par notre cher ami
Polaire. Les amis, bravo pour ce débat. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue cette émission cette fois-ci avec des sujets un petit peu moins graves. On va vraiment se changer les idées tout de suite avec le quiz. Un quiz en plusieurs parties aujourd'hui, il faut le dire. Vous aurez en première partie un petit QCM mémoire sur le thème justement de la tricherie. Vous aurez aussi également un qui sont-ils, un qui suis-je quelque part, toujours sur le thème bien sûr de la tricherie. Et puis on terminera sur un qui a dit ça, toujours bien évidemment sur le thème de la tricherie. Voilà, la tricherie qui sera au cœur de tout ça. On peut tricher pendant ce quiz alors. Dans l'idée, c'est pas de tricher parce que je vous entendrai taper sur vos claviers. Il y a la règle et l'esprit de la règle. Voilà, il y a les règles et l'esprit de la règle, bien évidemment. Si je peux apporter la preuve que vous avez triché, forcément, vous serez exclu définitivement. Non, on passera un accord secret d'abord. Mais il n'y a pas besoin de preuve, Manu. Tu peux sanctionner sans preuve. C'est vrai que les pistolets est une dictature. C'est vrai que j'avais oublié, tu as raison. C'est comme la FIA, c'était pareil. Exactement. On commence avec ce QCM mémoire et on va justement revenir sur cette affaire des diffuseurs en 2009. À l'époque, vous vous en rappelez bien sûr, Brown, notamment Toyota et Williams avaient trouvé une faille dans les textes et un gain certain de performance en piste. Quelle fut, écoutez bien, la première écurie à avoir réfléchi sur ce système, mais surtout à l'avoir proposé à la FIA à l'hiver 2009 avant de se faire retoquer et devenir le plus incroyable cocu de l'histoire, puisqu'avoir commencé cette saison 2009 sans le diffuseur. Voici mes quatre Red Bull. Non, tous ceux qui ont parlé tout de suite ont perdu. BMW. Tous ceux qui ont perdu tout de suite, ont parlé tout de suite ont perdu. Donc, ce sera Hamza qui sera bien sûr prioritaire là-dessus. Qui dit QCM dit 4 propositions, les amis. Première proposition, McLaren. Deuxième proposition, Renault. Troisième proposition, Ferrari. Quatrième proposition, Red Bull. Je vous écoute. Enfin, je t'écoute, Hamza, d'abord. Priorité à toi. Ah ouais, j'étais parti sur Red Bull, mais finalement, je me dis que ça serait bien de chez nous, ça. Ça serait bien peut-être Renault. Tu valides Renault? Jamais. Je valide Renault. Tu valides Renault? T'es sûr et certain? Je valide Renault. Oui, je valide Renault. Je vois Alex qui lève la main. Je vois Alex qui lève la main. C'est quoi? C'est quoi ta proposition? Red Bull. C'est Red Bull. Eh bien non, les amis, c'était Hamza qui avait gagné. C'était Renault. Attends. Ça veut dire que Renault, ils ont enchaîné le Piquet-Gate à Singapour, plus ça? Exactement. Ils sont arrivés. Belle époque pour la France. Ils sont arrivés à l'hiver 2009 en proposant à la FIA leur nouveau principe de diffuseur. La FIA a dit non, c'est complètement illégal. Et ils sont arrivés ensuite à Melbourne pour le début de la saison 2009 en s'apercevant que tout le monde, enfin 3 écuries avaient notamment exploité cette histoire de diffuseur, sauf eux. Voilà. Et 10 mois plus tard, il y a la main de Thierry Henry. C'est vraiment une belle époque pour la France en termes de triche. C'était à l'Euro 2008 avant en plus. Exactement. C'était une très très belle époque pour la France, en effet, vous venez de le rappeler. Deuxième question, donc un point pour Hamza, vous l'aurez compris. Deuxième question. Donc Alonso il a aussi un titre de champion du monde. Okay. Ouais. C'est exactement ça. Donc il lui en manque au moins 6 ou 7 là. C'est le titre oublié, le titre manqué oublié de Fernando Alonso. Et Dieu sait que la saison 2009 a été très compliquée pour nos amis de chez Renault. L'écurie Bar, British American Tobacco, a été disqualifiée du Grand Prix de Saint-Marin. Pourquoi? Voici mes 4 propositions. 1, ils utilisaient un aileron dangereux. 2, ils utilisaient 2 pédales de frein. 3, ils utilisaient un double réservoir d'essence. 4, ils utilisaient un frein automatique quand la voiture tournait. Double réservoir d'essence. Putain, j'ai attendu de parler, j'ai levé la main aussi. Mais il ne faut pas lever la main, les gars, c'est un quiz. Frère. Yes, il faut lever la main. Très bien. Non, apparemment, il ne faut pas lever la main, les gars. Ok. Multi-fenêtre, on n'est pas en réel automatique, vous pouvez y aller, les gars. Vous le savez pour la prochaine fois, jurisprudence. Double réservoir. C'était double réservoir. Ben oui, je savais. Putain. Mais la connexion est compliquée chez Hamza, donc c'est possible que tu aies les questions un peu en décalé aussi. C'est ça. Il en est au débat, là. Hamza. Troisième question, les amis. Troisième question. En 97, on découvre que la McLaren a une pédale en plus et qu'elle utilise en fait non pas une pédale de frein, mais 2 pédales de frein. Ce qui est complètement bien sûr interdit. Comment a-t-on découvert cela? Proposition numéro 1, un ingénieur viré par Ron Dennis qui a voulu se venger et a tout déballé. Proposition numéro 2, un photographe qui a pris une photo du cockpit sans arrière-pensée avant de découvrir la supercherie. Proposition numéro 3, une ex de David Coulthard vexée d'avoir été trompée qui balance tout à un tabloïd britannique.
Proposition numéro 4. Les ingénieurs de chez Ferrari qui faisaient les poubelles de McLaren découvrent les plans du cockpit et les déposent à la FIA. B, réponse B. C'est une photo. Je dis réponse B en fait. Ouais, mais attends, tu dis réponse B, t'es pas qui veut gagner des millions, mon pote. Faut dire oui, le truc, là. oui. Ok. Donc, attendez, c'est bon, c'est réponse B. J'ai dit photo, c'est bon. J'ai pas arrêté de me faire niquer depuis le début du quiz, ça va. Moi, j'avoue que j'ai entendu réponse B avant. Mais oui, parce que photo, c'est plus long. Attends, tu vas pas. Il fallait dire réponse B dans ces cas-là. Tu vas pas faut me la mettre sur exploiter tout. le vide réglementaire, Non, mais Brice. c'est. La Tu sais règle, pas c'est tricher la comme règle. Ferrari, c'est Là, terrible. Là, je me fais exploiter le cul surtout. Là, c'est bon, ça suffit. Là. Il y a un partout. Et pour cette grossièreté, je ne vais bien évidemment pas t'accorder ce point. Ce point est pour Alex. La règle, l'esprit de la règle. Voilà, il y a la règle et l'esprit de la règle. Moi, c'est vrai que la règle, c'est le premier qui le dit. Dans l'esprit de la règle, la réponse B passe. Allez, attention à cette dernière Allez, au question. plus simple. Peut-être, Brice, sur laquelle tu vas pouvoir te refaire. Bien évidemment. Ouais, bien sûr. La réponse doit intervenir après les 4 propositions, vous l'aurez compris. Brice, c'est le seul à écurie- 0. Mais tais-toi, toi. C'est bien de le souligner en plus. Brice est le seul à 0. Quelle écurie en 1984, une des rares d'ailleurs à ne pas disposer cette année-là d'un moteur turbo, a pour échapper à la pesée à l'arrivée déposé 60 kg de billes de plomb dans les réservoirs mélangés à l'essence. Écurie 1, Tyrrell. Écurie 2, Brabham. Écurie 3, Williams. Écurie 4, McLaren. Tyrrell. C'est. Il est pour Brice. C'est Brice, c'est possible. Voilà. C'est le meilleur des scénarios. Nous sommes à égalité, les amis, après la fin, à l'issue, bien sûr, de ce QCM. Mais non, en fait, parce qu'il y a une 5e question dans ce QCM. Ah, la question mystère. C'est tout ça. Écoutez-moi, c'est une affaire dont on vient de parler. Dans l'affaire dite du Crash Gate lors du Grand Prix de Singapour 2008, Oui, 2008, hein, c'est ça, présentée bien sûr comme l'une des pires triches morales de l'histoire de ce sport et éclaboussée bien sûr Renault à l'époque, qui a explicitement demandé à Nelson Piquet Jr. de se cracher délibérément dans le mur pour favoriser la stratégie de son coéquipier. 1 S. Flavio Briatore, 2 S. Fernando Alonso, 3 S. Pat Simon, 4 S. Nelson Piquet. Simon. Pas de Simon. Ah, il n'a pas fini, il n'avait pas fini de donner toutes les Simon. Il n'a pas propositions. fini. Je tiens juste à dire Manu. Monsieur l'arbitre. Monsieur Il a pas l'arbitre, fini. je l'ai D'accord, dit, blague. j'ai attendu le dernier, Les entrées. la Non, Monsieur ça lag, l'arbitre. ça lag pour chez dire confiance à pas de l'arbitre. Simon. Ça lag chez Je vous. fais Ça lag confiance chez à vous. l'arbitre. Sachant Je que- fais confiance à l'arbitre. J'ai entendu Pierrot le dire pendant que je disais la question. Il a dit pas de fry, pas de Oui, Simon. en plus, j'ai dit une Oui, mauvaise en réponse. plus. Oh là là, c'est cata. Moi, j'attends. J'ai cru entendre Je avoir fais un confiance ça à aussi. monsieur Je ne l'arbitre. sais pas qui j'ai entendu, c'était cacophonique, les gars. Monsieur l'arbitre. Cette question est annulée. Ouais, Ouais, mais alors, attends. Comme d'hab. je tiens juste à signifier. Il faut qu'on J'ai puisse vraiment le dire quand on attendu a la envie. fin de la réponse C. Ouais, arrête, le lèche-bot, c'est bon. Non, Ouais. attends. Moi j'ai attendu la fin de la réponse D. Incroyable. Bravo, Vu que monsieur vous êtes Turpin. Vu que vous êtes des. Mais c'était bien sûr Pat Simon, hein, pour ceux qui se Ouais. posent encore la question. Bien évidemment, vous aviez tous bon. Malheureusement, le timing n'était pas bon. On passe au qui sont-ils. Et attention. On pourra parler d'une personne, ou comme un qui suis-je normal. On peut aussi parler d'une écurie. Je vous le dis, il y aura 2 qui suis-je à trouver. Le premier. Je fus l'un des éléments clés de la Dream Team Ferrari qui a largement dominé le début des années 2000. En 2007, l'organigramme de la Scuderia change du tout au tout après le départ, bien sûr, de Ross Brown. À cette époque, je me vois, moi aussi, partir. Je le dis à mon grand patron qui me range dans un placard. Je ne peux, et qui le prend d'ailleurs très très mal. Et à ce moment-là, je ne peux plus venir sur les week-ends de Grand Prix. Ah oui. Vexé, je décide de contacter un certain. Là, vous pouvez me couper à tout moment, les gars. Je vous le dis. Vas-y. J'attends les 4 propositions, moi. Non, il n'y aura pas de proposition. J'avais dit quoi, Domenicali? Non. Vexé, c'est pas Domenicali. Ok. Vexé, oui, mais c'est l'époque Domenicali en tout cas. Vexé, je décide de contacter à l'époque Mike Oglan, chef designer de l'écurie McLaren, pour leur fournir des informations confidentielles sur la Ferrari F2007. Je sais pas le nom du gars, mais J'irai même cette saison-là, il y aura peut-être des indices, vous allez voir si vous avez oublié son nom. J'irai même cette année-là jusqu'à donner des infos sur le réglage des rouges, sur les stratégies également par SMS à des membres de McLaren pendant les courses. Mon nom est donc éternellement associé à l'un des plus grands espionnages industriels qu'ait connu la F1 et qui a coûté d'ailleurs une amende de 100 millions de dollars et un retrait, bien sûr, du championnat du monde des constructeurs à l'époque pour McLaren. Petit indice, mon nom de famille est la traduction en anglais de pas ou étape additionné au surnom connu du footballeur Neymar. Rob Stepney. Le surnom. T'as dit comment, Brice? Stepney. C'est bien Stepney, c'était bien sûr Nigel Stepney, bien sûr l'ingénieur. j'avais pas son nom, mais oui. Je vais balancer.
En Bravo. deuxième, qui suis-je pour se rattraper? Et Brice repasse devant, les amis. 2-1-1-1-1. Il va gagner. Avec le deuxième, qui suis-je? Ça peut aller très, très vite. Ok. Il y a quelques années, je profite d'une séance d'essai avec le manufacturier officiel de la F1 pour faire courir mes pilotes titulaires sur la voiture de cette même année, ce qui est formellement interdit. Pour ne pas se faire prendre, nous avions demandé à nos pilotes d'enfiler les casques de nos jeunes pilotes de la Driver Academy. Oh, Cela c'est bien. n'échappera pas à la vigilance de Christian Horner, qui dénoncera l'affaire publiquement. oh, lui, putain. C'est une écurie qu'on cherche, on est d'accord. Ouais. Ouais, Qui c'est qui a fait ça? je vais tenter un C'est Williams. récent, hein. C'est pas Williams. C'est beaucoup plus McLaren. récent que ça. Pardon? McLaren. C'est pas McLaren non plus. C'est beaucoup plus récent que ça. Me dis pas que c'est Ferrari quand même. C'est pas Ferrari. Je vous donne un indice. Ça s'est passé en 2013, cette histoire. Ah, mais oui, c'est Merco. Lotus. C'est Merco. C'est Brice qui dit donc fait le, Mercedes? fait le trou. Mercedes, à l'époque, Mais non. avec Hamilton et Rosberg, avait profité d'une séance d'essai Pirelli pour faire embarquer Rosberg et Hamilton dans la voiture. À l'époque, ils avaient mis des mauvais casques et c'était la voiture de 2013. Voilà. C'était au moment de l'affaire, enfin, de moment où le Mercedes n'arrivait pas à tenir ses pneumatiques Oui. en température. Ouais. Où en fait, il faisait pôle sur pôle et au bout de 10 tours, il rentrait au plus stand personne. parce qu'il n'y avait plus rien. Et du coup, ils ont testé les pneus avec les pilotes actuels pour essayer d'avoir un gain sur les Grands Prix suivants. Je crois que c'était au mois de juin, non? Mai, juin? Ouais, c'était quelque chose comme ça. Ouais, il me semble que c'était ça. C'est Oh là ça. là. Merci pour ces précisions. Du coup, tu es à Bravo. 3. Non, mais Brice, 3 points. 3 points. Ouais. 3 points. Mais il y a le Super Banco. Mais il y a le Super Banco. Ah bah oui, évidemment. dès que je mène, de toute façon, c'est comme ça. Ça peut être une victoire morale. Tu sais que les Français aiment beaucoup les gens qui ont perdu mais qui ont une Ouais. victoire morale. Comme vendredi à Koh Lanta. Ah oui. Me spoile pas, je regarde pas. Mais je suis le seul à m'en battre les reins de Koh Lanta ou quoi? Ah non, c'est Je génial. regarde frère. absolument pas non C'est plus. Ah, extraordinaire. vous êtes fous, c'est C'est beaucoup extraordinaire. Top Chef en ce moment. Voilà, ce qui fait que je vais prendre 10 kilos, les amis, en sortant de ce film. Prison Break aussi. Qui est bien. Ça fait partie des choses. Une citation pour ceux qui a dit ça, qui va bien sûr tous vous mettre d'accord. Je vous demanderai de me laisser aller jusqu'à la citation, bien sûr. Et si personne ne trouve, je donnerai peut-être un indice. Allez. 2 points, ouvrez les guillemets. Certains diront que je suis aigri, mais en 1994, la Benetton de Schumacher était complètement illégale. Elle était bourrée d'électronique, avait des aides au pilotage dans tous les sens. Pour beaucoup, Michael était un dieu cette année-là. Pourtant, il n'est absolument pas un surhomme. Time Hill, C'est pas Damon Hill. Tu devras passer à ton tour, Alex, je sais. et attendre que les autres aient passé. Faut que je ferme ma gueule pour toi. Certains diront que je suis aigri, mais en 94, la Benetton de Schumacher était complètement illégale. Barrichello. C'est pas Barrichello. Elle était bourrée d'électronique, avait des aides au pilotage dans tous les sens. Pour beaucoup, Michael était un dieu cette année-là. Pourtant, il n'est absolument pas un surhomme. C'est un mec qui a forcément été concurrent de Schumacher pour qui dit ça au début. Exactement. C'est quelqu'un qui a donné raison, notamment qui a livré une anecdote en expliquant qu'Ayrton Senna, le week-end du Grand Prix d'Imola, avait suivi et à la télé et en bord de piste, justement à des endroits clés du circuit, bien sûr, de Imola, le comportement de cette Benetton et qui avait fait éveiller de nombreux doutes à Ayrton Senna. Il en avait discuté avec lui. Lionel Froissart. Pas Lionel Froissart, Non, c'est Jos Verstappen. c'est Jos Verstappen. Et c'est Hamza Oui. qui le prend. C'est Hamza qui le prend. Jos Verstappen qui avait rajouté là-dessus. Flavio Briatore Oui, m'avait bien dit sûr. de ne pas en parler. Voilà, Ah bah, Puis comme la famille Verstappen, on en parle, hein, évidemment. exactement. Le dernier indice que j'allais vous Ah donner, ouais. c'est mon papa. J'avais pensé que c'était Berger après. Une famille de Ok, pilotes de punaise. F1, Jos Verstappen qui était bien sûr le coéquipier à l'époque de Michael Schumacher et qui s'en est plaint des années après. Et c'est pour ça que certains diront que je suis aigri parce qu'en fait, il avait expliqué qu'il ne disposait pas de tous ces aides électroniques. Je rappelle aussi, pour la petite histoire, pour les plus jeunes qui nous regardent, que Benetton n'a jamais été sanctionné pour ces supposées aides électroniques, ce barda qui était embarqué dans la Benetton. Schumacher avait été suspendu à l'époque en cours de saison pour un comportement anti-sportif, notamment sur la piste. Voilà les amis, c'est Hamza qui remporte le quiz aujourd'hui, mais on peut le dire, et je le dis aussi, t'as commencé. Ah. Victoire morale de Brice. histoire morale de Brice Germain. Allez.
En fait, si tu veux, il rappelle y a un que tu peu. m'as enlevé un point déjà tout à l'heure. C'est un petit peu la guerre entre Didier Deschamps, alias Hamza Ramani, le winner, tu vois, qui fait le coup, et bien sûr l'équipe de France 80-82, alias Brice, bien sûr, une équipe qu'on aime beaucoup, mais qui malheureusement n'a pas gagné aujourd'hui. Voilà pour les À petits- cause les d'un petits certain Schumacher. à cause d'un certain Schumacher. C'est quand même terrible. Merci les amis encore pour ce bon moment passé sur les pistonnés. Pour le moment, on continue à faire des émissions en temps de confinement. On va réfléchir un petit peu au programme à venir. On a plein de surprises à vous proposer. Ça, c'est une certitude. Du niveau de Monsieur Dominique Rizet, on l'espère bien évidemment. Mais le mot de la fin aujourd'hui, il est pour toi, mon cher Brice, parce que je crois que tu avais un message tout à fait particulier à faire passer. Ouais, aujourd'hui, j'ai porté ma tenue de moniteur de karting sur la piste de mon papa. Je voulais juste saluer tous les moniteurs et tous les personnels des pistes de karting qui vivent un moment aussi difficile que nous tous, mais qui, du coup, eux, sont au chômage forcé, comme certains d'entre nous, je le sais, et qui auront aussi beaucoup de mal à reprendre leur activité après, puisque les mois qui sont actuels, c'est les mois où les écoles tournent à plein régime, et que je puisse comprendre qu'on ne veuille pas mettre son enfant sur un kart avec un casque que d'autres ont pu porter avant. Mais les fédérations sont en train de mettre en place des systèmes de désinfection des combinaisons, de casques pour que l'activité karting et sport automobile en France en loisir puisse continuer. Donc, c'est important aussi que ces gens-là puissent continuer à travailler et à exercer leur passion. Voilà, c'était mon petit message. Exactement, vous l'avez compris. Restez chez vous en attendant, bien sûr, à la fin de ce confinement et allez faire du kart une fois que ça sera terminé pour permettre à tout l'écosystème, bien sûr, du sport automobile français de pouvoir continuer de vivre. Merci les copains, prenez soin de vous surtout. On se revoit dimanche prochain du coup. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.